Alors, on va attaquer le sujet d'aujourd'hui qui est l'immunothérapie et le cancer, une illusion devenue réalité. Le cancer, c'est quand même quelque chose qui nous fait peur à tous, même s'il faut quand même voir la réalité. D'abord, ce n'est pas le cancer, c'est les cancers. Des progrès ont été faits à ce niveau-là de façon incroyable. Alors aujourd'hui, on a la chance d'avoir le professeur Pierre Dietrich, et qui était le chef du département, le chef du service, ensuite du département d'oncologie au HUG. Il a fait toute sa formation dans un premier temps à Genève, ensuite à Paris, à l'Institut Gustave Roussy et au niveau de l'Institut Pasteur, il a une formation en immunologie et en oncologie. Il a créé, quand il est revenu à Genève en 1993, le laboratoire de recherche en immunologie des tumeurs cérébrales. Donc, c'est quelqu'un qui a une très longue expérience dans ce domaine de l'immunologie qui est relativement récent. On était très centré sur la chimiothérapie, les traitements. Et là, c'est différent. Enfin, il va vous expliquer tout ça parce que moi, j'y connais rien du tout. Et ensuite, il a continué, il est devenu chef de service au niveau de l'université, il est devenu professeur ordinaire. Comme il vieillit maintenant, il est devenu à la retraite professeur honoraire. Et puis, mais il continue à être actif puisqu'il travaille à l'heure actuelle à la clinique Erslander, à l'hôpital à la clinique des Grands Jets. Et c'est quelqu'un qui a énormément publié. Il a même en 2013, il a été le Cancer Researcher of the Year par le Getaway for Cancer Research aux États-Unis. C'est quelqu'un qui a quand même une très grande expérience tant clinique que dans l'enseignement, que dans la recherche, et qui nous va, je pense, nous parler d'un domaine qui s'est développé ces 20, 30 dernières années, passionnant, c'est l'immunothérapie, c'est-à-dire on parle en fait d'une stimulation de notre système immunitaire pour lutter contre le cancer. Voilà. Pierre-Yves, un grand merci. Merci beaucoup, Louis, pour l'invitation, l'opportunité. Bonjour à tout le monde. Je suis ravi d'être parmi vous. J'ai un sujet assez complexe à vous présenter, pour lequel je vais avoir besoin d'un petit peu d'introduction. Effectivement, aujourd'hui, on utilise notre système immunitaire en clinique depuis pas si longtemps que ça, depuis une quinzaine d'années, mais c'est un développement sans précédent et ce sera le sujet principal de la conférence. Donc, merci beaucoup de m'accueillir pour me donner vraiment l'opportunité de vous présenter beaucoup de zones d'espoir quand même liées à ces développements. On va peut-être quand même d'abord un petit peu planter le décor par rapport à l'objectif, qui est le traitement des cancers, qui sont effectivement, comme l'a dit Louis, d'innombrables maladies. En fait, probablement chaque cancer est unique. Alors maintenant, on a à peu près des classifications avec 1000 maladies différentes, mais probablement chaque cancer est unique. Vous voyez les chiffres dans le monde, 20 millions de nouveaux cas, la moitié à peu près décèdent dans le monde. Ça veut dire en Suisse 45 000 cas, 3 000 cas à Genève, et jusqu'à la fin de la vie, un homme sur deux et une femme sur trois vont souffrir de cette maladie. Ça reste une cause de mortalité extrêmement importante. Alors la deuxième après les maladies cardiovasculaires. Mais si on regarde la population active, c'est-à-dire en dessous de 65 ans, vous voyez que c'est des chiffres de mortalité. 45% des hommes qui décèdent avant 65 ans décèdent de cancer et près de 60% des femmes. Donc dans la population active, ça reste la cause de décès de très loin la plus importante. Euh, Au point de vue on se dit toujours il y a plus de cancers, on voit plus de cancers, non. On voit les chiffres ici pour la Suisse et vous voyez en fait que l'incidence, c'est-à-dire le nombre de nouveaux cas par an par 100 000 habitants, reste à peu près stable en Suisse. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que vous voyez quand même que la mortalité par cette même catégorie, c'est-à-dire par 100 000 habitants, diminue constamment et on est en 2020 et ces chiffres vont continuer à diminuer. L'élément qu'il faut
comprendre, c'est qu'on a aujourd'hui une espérance de vie prolongée. C'est quelque chose qui induit d'ailleurs une autre question qui est les conséquences sociétales de ces progrès. Et ce diapo qui est illisible, il a pour seul but de vous montrer qu'aujourd'hui, maintenant, 70% des personnes adultes, je ne parle pas des enfants qui sont un problème spécifique, mais 70% des adultes qui sont diagnostiqués avec un cancer seront vivants à 5 ans, à peu près 60% à 10 ans, ce qui est quelque chose de complètement différent d'il y a encore une vingtaine d'années où on était avec des chiffres plutôt autour de 40%. Donc c'est un progrès qui est quand même globalement extrêmement important, même si il reste beaucoup, beaucoup à faire. Donc, pour comprendre l'immunothérapie, il faut voir un petit peu dans quel contexte ça s'intègre. Globalement, dans les traitements, alors ces progrès, peut-être dire en deux mots, ces progrès sont liés à une meilleure éducation de la population. Je pense que c'est un élément important, aux campagnes de dépistage, au fait qu'on travaille ensemble. La multidisciplinarité amène beaucoup dans les progrès thérapeutiques. Et puis, il y a des réels progrès dans les traitements que je vais résumer sur une diapositive. Alors, la chimiothérapie a été rapidement mentionnée par Louis. Elle est basée sur le principe qu'un cancer se développe lorsqu'une cellule devient anarchique. Et comme elle devient anarchique, elle n'obéit plus à aucun contrôle et elle se divise à toute vitesse. Et toutes les chimiothérapies, ou 90% des chimiothérapies qui ont été développées, vont empêcher la division cellulaire. Vous voyez ici une jolie image d'une cellule qui va dupliquer tout son matériel chromosomique pour ensuite le rediviser et faire deux cellules filles. Et la chimiothérapie agit là-dessus. Avec les conséquences aussi d'effets secondaires parce qu'elle touche les cellules normales qui se divisent. Donc, ce sont des traitements qui sont assez complexes. Néanmoins, ce sont des traitements qui ont amené des succès thérapeutiques non négligeables dans certains cancers. Vous voyez ici les courbes de survie avant chimiothérapie et maintenant avec des chimiothérapies de plus en plus sophistiquées dans un lymphome, le lymphome de Hodgkin, où on guérit à peu près 95% des gens, même avec une maladie avancée et avec la chimiothérapie. Donc, ce sont quand même des traitements qui sont efficaces, pas pour tout, et qui resteront encore longtemps dans notre arsenal thérapeutique. La deuxième grande catégorie, c'est l'hormonothérapie. Certains cancers, comme principalement le cancer du sein et le cancer de la prostate, ont des récepteurs à leur surface qui sont des serrures à hormones. Et les hormones masculines ou féminines, qui sont les clés, viennent dans ces serrures, stimulent la prolifération. Et les traitements que l'on a sont soit des traitements qui vont bloquer la production des hormones, soit empêcher les interactions entre la clé et la serrure. Et c'est le principe des traitements hormonaux. Et puis, les deux choses dont on va parler aujourd'hui, en parlant 5 minutes du premier et beaucoup plus longtemps du deuxième, mais il faut introduire le principe des traitements ciblés pour comprendre l'immunothérapie, ce sont les traitements ciblés et l'immunothérapie. Donc, ces deux grands développements depuis les années 2000, donc on est en train de parler de choses qui ont commencé en 2000 et qui ont explosé depuis 2010, sont ce qu'on appelle les thérapies ciblées ou l'oncologie de précision et l'immunothérapie qui utilise ces cellules qui sont des lymphocytes qui vont tuer des cellules tumorales. Alors, qu'est-ce qui a été finalement la base de ces progrès conceptuels? Comme j'ai dit, les traitements ciblés et l'immunothérapie, ça ne s'est pas développé. Pardon, ça ne s'est pas développé par hasard, ça s'est développé parce qu'on a mieux compris la biologie du cancer. Et en fait, tout est sous nos yeux depuis longtemps. Et vous voyez ici un lymphome de Hodgkin, vous voyez ici un cancer du pancréas. Et vous voyez que dans ce lymphome, les cellules tumorales sont ici, et tout le reste, ce sont des cellules normales et en particulier immunitaires. Donc, il y a le système immunitaire entre dans la tumeur. Et là, vous voyez un cancer du pancréas où les cellules tumorales sont ici. Et ici, c'est de la fibrose. C'est comme une sorte de cicatrice. Donc, il y a ce qu'on appelle un micro-environnement tumoral.
Et pendant des décennies, les chercheurs se sont intéressés à tuer la cellule tumorale alors, ils ont fait beaucoup de progrès, hein, mais en comprenant la cellule tumorale, mais on s'est focalisé sur la cellule tumorale en oubliant qu'elle était dans un environnement biologique qu'on appelle le micro-environnement. Alors, on va commencer par, pardon, et en pratique, si on illustre ça, vous voyez ici la cellule tumorale, et toutes ces cellules du micro-environnement interagissent avec la cellule tumorale qui se nourrit de l'environnement dans lequel elle arrive, comme si vous plantez une graine dans la terre et elle se met à produire quelque chose. Alors, le principe de ces interactions, et ça explique les traitements ciblés, c'est toujours le même. Ça paraît compliqué, mais c'est assez simple. Vous voyez ici une cellule tumorale, mais une cellule normale, c'est à peu près la même chose, mais admettons que ce soit là une cellule tumorale avec sa membrane, son noyau et son ADN, d'où tout part, hein, c'est la centrale nucléaire, d'où tout part l'information pour la vie de la cellule. Et l'interaction avec l'extérieur, avec le micro-environnement, se fait soit avec des molécules solubles, soit avec d'autres récepteurs qui touchent des récepteurs qu'on appelle transmembranaires, c'est-à-dire à travers la membrane de la cellule tumorale. Ça les fait réagir et ça donne une induction d'un signal vers le noyau via ce que l'on appelle des voies de signalisation. C'est-à-dire que l'interaction ici va donner un impulse, une stimulation dans ces voies de stimulation qui sont des protéines intracellulaires où le passage de l'information se fait biochimiquement par le passage d'un ion phosphate, le transfert d'un ion phosphate d'une protéine à l'autre, ça pour les quelques chimistes qui seraient dans la salle. Donc, on peut agir sur ce phénomène qu'on a progressivement compris, soit à l'extérieur de la cellule, et c'est le développement des anticorps dont on parlera encore après en immunothérapie. C'est pour ça aussi que j'ai introduit ces concepts, qui sont des sortes de fourchettes biologiques qui vont aller reconnaître les récepteurs et bloquer leur activité. Ou alors, on peut agir à l'intérieur de la cellule avec des molécules qui vont empêcher le passage de ces ions phosphates d'une protéine à l'autre. Et c'est pour ça, je n'entrerai pas dans les détails terminologiques, qu'on les appelle les tyrosine kinase inhibiteurs, c'est-à-dire que ce sont des molécules qui empêchent ce transfert de ions phosphates. Alors, je ne vais pas pouvoir vous présenter tous les traitements qui existent là-dessus. Il y en a aujourd'hui dans ces catégories à peu près 350 à 400 de ces molécules à l'extérieur ou à l'intérieur de la cellule, et tout ça s'est développé dans les 20 dernières années. Euh, le prototype, c'est un anticorps que beaucoup de personnes connaissent. C'est le premier anticorps qui a été développé à but thérapeutique chez l'être humain. 20% des cancers du sein expriment à leur surface une protéine qui s'appelle R2. C'est cette coloration brunâtre à la surface des cellules, et cette coloration brunâtre correspond à ce récepteur transmembranaire. Et donc, il a été développé un anticorps qui empêche l'interaction de ces récepteurs et qui empêche que cette interaction donne des signaux de prolifération à la cellule tumorale. Et le développement de cet anticorps a été une révolution dans les années 2005. Donc, vous voyez, on n'est pas dans l'histoire, hein, c'est encore relativement récent, où on a pu démontrer d'abord en situation métastatique, mais aussi après ce qu'on appelle en situation adjuvante, c'est-à-dire ce qu'on faisait à l'époque, une chirurgie du cancer du sein, puis un traitement. Et le simple fait d'adjoindre l'anticorps à la chimiothérapie ou à l'hormonothérapie a permis d'améliorer le pronostic d'à peu près 30%, avec un risque de rechute diminué de 30%, avec une seule molécule qui était le premier traitement ciblé qu'on a eu en oncologie médicale. Alors, je vous ai donné un exemple, mais encore une fois, il y en a des dizaines et des dizaines d'anticorps maintenant à l'extérieur de la cellule. Et maintenant, essayons de mieux comprendre comment fonctionnent ces molécules à l'intérieur de la cellule. En fait, une voie de transduction du signal dans la cellule, c'est une course de relais. Les coureurs sont les protéines, et puis ils ont des acides aminés, et puis ce fameux ion phosphate que j'ai mentionné tout à l'heure, c'est le bâton.
Et les nouveaux traitements qui se développent à peu près à un régime de 10 par année aujourd'hui sont des molécules qui vont empêcher le passage du relais d'une protéine à l'autre et donc bloquer l'interaction de stimulation au niveau de la cellule tumorale. On va prendre un exemple où ces molécules ont radicalement changé les choses. Le mélanome que vous voyez ici, donc une tumeur cutanée dont le pronostic est assez bon si on le découvre tout de suite et qu'on l'opère à une taille très petite, mais assez vite, c'est une maladie qui va développer des métastases. Vous voyez ici métastases cérébrales, hépatiques et pulmonaires, avec en 2010 la survie médiane, la survie globale habituelle d'un patient ou d'une patiente avec des métastases d'un mélanome était de 6 mois. C'était en 2010, donc c'est relativement récent. On s'est rendu compte qu'on pouvait avoir des molécules qui empêchent cette transduction du signal dans le mélanome. Donc, pour rappel, imaginez qu'ici, il y a la course de relais avec le petit bâton, et on a ces molécules qui vont empêcher la transduction du signal à l'intérieur de la cellule. Et on a vu, avec quand même un peu de surprise, dans les années 2010, des résultats extrêmement spectaculaires, comme vous voyez ici, en l'espace de quelques 2 à 3 semaines. C'est-à-dire qu'on avait pour la première fois, de manière plus efficace que la chimiothérapie, des molécules qui vraiment induisaient une réponse massive et extrêmement rapide des patients qui souffraient de mélanome. Malheureusement, avec ces premiers essais, je ne vous montre pas l'image suivante, cet effet était relativement court, de quelques mois. Et progressivement, on a mieux réussi à inhiber ces courses intracellulaires avec, vous voyez, des courbes qui sont maintenant un peu différentes et on va encore les améliorer dans la deuxième partie de l'exposé. Vous voyez ici qu'on est à 1 année et demie et qu'avec ces traitements, 60 à 70% des patients, 1 année et demie après leur diagnostic de métastase, sont encore présents avec ces seuls traitements. C'est que le début du renouveau du traitement du mélanome, mais c'était une étape extrêmement importante. Donc le traitement ciblé, le principe, c'est celui-là. Changeons de sujet, cancer du poumon. C'est une maladie qu'on considérait encore en 2010 comme une maladie uniforme. Il y a 2, 3 catégories, mais mettons une maladie uniforme et on donnait le même traitement à tout le monde. Aujourd'hui, on sait que c'est probablement une quinzaine de maladies différentes, représentées ici par des couleurs différentes. Et pour chacune de ces maladies, on a une anomalie génétique ou moléculaire pour laquelle on essaie de chercher un de ces traitements ciblés, donc donner le bon médicament au bon patient. Si on donne ce médicament rose à tout le monde, son efficacité sera de 2 ou 3%. Si on le donne qu'aux patients roses, l'efficacité sera de 60, 70 ou 80%. Et pour vous donner une petite idée du développement de ces molécules aujourd'hui en oncologie, vous voyez ici pour un cancer du poumon qui est l'adénocarcinome. Aujourd'hui, c'est beaucoup de maladies différentes. Et vous voyez, ça, c'est les noms de tous les médicaments. Et on était en 2022. Depuis lors, il y en a pas mal d'autres. Vous voyez le nom de tous les médicaments qui sont développés, qui agissent sur ce même principe, c'est-à-dire empêcher le bâton de passer d'un coureur à l'autre, juste pour le cancer du poumon. Donc, ceci était pour vous introduire un petit peu le concept de l'oncologie de précision dont on aura besoin, encore une fois, pour comprendre certains aspects de l'immunothérapie. Alors, l'immunothérapie, c'est quand même quelque chose assez saisissant parce que euh, l'idée, elle vient du siècle pas passé, mais du siècle encore d'avant. Alors que la chimiothérapie, les premières chimiothérapies, c'est un bénéfice secondaire de la guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, quand on s'est rendu compte que la moutarde azotée avait quelques propriétés antitumorales chez des personnes qui malheureusement l'avaient reçue pour d'autres raisons. Donc la chimiothérapie, elle date de 1950. Avant, on n'avait pas franchement eu idée d'employer ce type de produit. L'immunothérapie date. L'histoire d'immunothérapie, c'est 1890.
Et puis, depuis 1890, où vous verrez, on a quand même traité ce monsieur un peu d'illuminé, à aujourd'hui, ben, on a vraiment passé de l'illusion, en passant par le rêve, à la réalité qui est notre réalité quotidienne aujourd'hui, avec l'utilisation de ce système de défense naturelle. Alors, on va reprendre un petit peu l'évolution dans les diapos suivantes, mais ce monsieur Collet, en fait, il a observé, et c'est une photo de la publication qu'il a faite en 1890, à l'époque où on donnait le nom des patients qu'on traitait quand on publiait. En fait, il a observé que certains patients qui avaient, un ou deux de ces patients qui avaient des sarcomes, des tumeurs très avancées, très agressives des os, voyaient leur maladie régresser quand ils avaient fait une infection bactérienne grave. Donc, c'était en l'occurrence un empyème, une infection pulmonaire très sérieuse. Et puis, le patient, un peu par miracle à cette époque-là, parce qu'il n'y avait pas d'antibiotiques, se remet de cette infection bactérienne très grave. Et puis, on voit que la tumeur régresse. Et donc, il a eu l'idée de prendre les bactéries, d'en faire des cultures et d'injecter les bactéries aux patients qui avaient des cancers. Et il y a toute une série de publications de ce monsieur, de ce chirurgien, qui montrent qu'effectivement, il a un certain nombre de réponses observées de fonte tumorale. Malheureusement, les patients décédaient de chocs septiques et de problèmes infectieux. Donc, c'est des études qui ont été assez vite interrompues, mais néanmoins, c'est l'inventeur, par son observation, du concept d'immunothérapie. Et il a fallu beaucoup de temps après pour qu'on comprenne et qu'on avance progressivement. Une étape importante a été faite à Lausanne par Jean-Charles Serotini, qui a été le premier au monde à mettre en évidence, alors pas avec ces images-là, mais que les lymphocytes que vous voyez ici étaient capables de reconnaître les cellules tumorales et de faire des petits trous dans ces cellules et de les tuer. Alors, depuis lors, on a appris beaucoup de choses sur ces fameux lymphocytes T. Les lymphocytes, alors, les globules blancs, je pense que tout le monde le sait, sont les cellules de notre organisme qui nous défendent globalement contre les infections, contre les allergènes, etc. Parmi ces globules blancs, parce qu'il y en a d'innombrables, il y a une catégorie qu'on appelle les lymphocytes T. Et ces lymphocytes T jouent un rôle extrêmement important dans l'immunologie antitumorale, donc la capacité de notre système immunitaire à reconnaître et détruire des cellules tumorales. Et on a progressivement compris, alors que ces lymphocytes T étaient capables de tuer la cellule tumorale, c'est ce que je viens de vous montrer tout à l'heure, on est dans les années 70. On a probablement progressivement vu que les lymphocytes T, alors qu'on ne pensait pas du tout à ça, étaient capables d'entrer dans les tumeurs. Et vous voyez ici un gliome, donc une tumeur cérébrale en bleu, et toutes les cellules en brun sont des cellules lymphocytes T qui sont entrées dans la tumeur pour essayer de faire quelque chose. Vous voyez ici une image très rare d'un mélanome régressif. Le mélanome avait cette taille-là auparavant. Vous voyez qu'il y a une zone toute blanche et on voit encore un peu de mélanome ici et au centre. Et c'est une régression spontanée. Quand on va faire une biopsie dans cette zone blanche, on arrive à isoler des lymphocytes T qui reconnaissent à la fois la cellule tumorale, mais aussi les cellules qui font le pigment, donc les mélanocytes, ce qui explique que ça devienne blanc dans la zone où ils sont actifs. Donc ça montre que ces lymphocytes, parfois, dans des conditions optimales, peuvent faire le job sans qu'on fasse rien du tout, ils le font eux-mêmes. Et puis progressivement aussi, au fil des décennies, on s'est rendu compte que plus on avait de lymphocytes, comme ici, activés, un certain nombre de critères au sein des tumeurs, meilleur le pronostic était, quel que soit le traitement instauré. Donc, on a toute une série d'observations qui montrent que ces lymphocytes T sont utiles. Et on est donc arrivé à ce concept qui était déjà un concept théorique énoncé par ce monsieur Burnett, que notre système immunitaire, au même titre qu'il nous protège donc contre les infections, devrait pouvoir nous protéger contre les cellules anormales qui se développent dans notre organisme. Donc, si vous avez ces lymphocytes qui sont ici, le lymphocyte c'est son rôle, c'est un globule blanc, donc son rôle à lui, de manière normale, c'est de patrouiller dans l'organisme. Et donc, il va patrouiller dans l'organisme. Dans un organisme où il n'y a que des cellules bleues,
c'est-à-dire des cellules normales, ben, il ne va rien faire du tout. Et puis quand il est dans un organisme où il y a des cellules tumorales, hein, il va faire le même type de patrouille et il va reconnaître la cellule, la détruire et faire donc rendre au système immunitaire son rôle de surveillance de tout ce qui devrait, tout ce qui peut devenir anormal dans notre organisme. Alors, ça, c'est la seule diapo, je crois, vraiment compliquée. Quand même, vous expliquer comment ça marche, même si s'il y a des immunos dans la salle, là, ils vont un peu se moquer de moi, mais disons que c'est quand même comme ça que ça fonctionne et qu'on a progressivement compris comment ça fonctionne dans une situation où les choses vont bien. Je vais mettre un peu de nuance tout à l'heure, tout ne va pas toujours bien, bien sûr. Alors en fait, le mécanisme de la réponse immunitaire contre la tumeur, il est un mécanisme à deux compartiments. Il y a la tumeur et puis il y a les ganglions. C'est ce qui grossit quand on a mal à la gorge à une dent, hein. Il y a les ganglions qui sont à proximité. Et la cellule tumorale, elle n'est pas capable toute seule de discuter avec le système immunitaire. Elle a besoin de cellules qu'on appelle comme ça, qui sont des cellules sentinelles, et des cellules qui vont être capables de reconnaître que la cellule est anormale, de la phagocyter ou la bouffer, et puis migrer progressivement par les vaisseaux lymphatiques dans les ganglions. Et c'est au niveau des ganglions, donc dans ce qui nous grossit quand on a mal à la gorge ou ailleurs, qu'il va y avoir l'interaction entre ces cellules qui présentent des petits bouts de tumeur aux lymphocytes T. Ça va activer ces lymphocytes T qui vont proliférer et qui ensuite vont retourner à la tumeur pour détruire la cellule tumorale, de nouveau avec un système de reconnaissance assez complexe qui lui permet vraiment de reconnaître la cellule tumorale. Alors, ça, c'est quand ça marche bien, mais le cancer, on parle souvent de tumeurs malignes, et effectivement, ce sont biologiquement des tumeurs très malignes, parce qu'elle est capable de contre-attaquer. Progressivement, les cancers développent des mécanismes de contre-attaque qui sont extraordinaires, et il faut imaginer la tumeur comme une forteresse. Et je vais illustrer de cette manière-là grande partie ou une partie des mécanismes par lesquels la tumeur va se défendre contre le système immunitaire. La première chose, c'est quand un lymphocyte T arrive près de la tumeur, la cellule tumorale elle-même est capable de détruire le lymphocyte dans ce que j'appellerais un combat corps à corps. Par tout un système de récepteurs, il reconnaît le lymphocyte T, il peut être capable de le détruire. Deuxième mécanisme de défense, c'est les flèches. Depuis la forteresse, on peut envoyer des facteurs solubles, donc des sortes d'hormones, si vous voulez, des hormones biologiques, des cytokines, ça s'appelle comme ça, qui à distance, qui à distance vont détruire les lymphocytes qui essayent de faire le job. Et le pire de tout, c'est les médiateurs. On a dans notre système immunitaire des cellules médiatrices, c'est-à-dire qui nous empêchent que le système immunitaire travaille trop fort. Si vous développez un rhume, il faut qu'à un moment donné, une fois que le rhume est éliminé, il faut que le système immunitaire s'arrête. Et les médiateurs jouent un rôle important là-dedans. Le seul problème, c'est que de temps en temps, les médiateurs deviennent des traîtres. Et c'est vraiment comme ça que ça fonctionne. La cellule tumorale va envoyer des cellules médiatrices en disant, il n'y a pas de problème, venez pas. Et donc, le lymphocyte T qui voudrait venir est endormi. Et enfin, dernier mécanisme assez spectaculaire biologiquement, c'est les remparts. C'est-à-dire que la tumeur peut, euh, le lymphocyte arrivant près de la tumeur, le lymphocyte arrive, il est prêt à faire le combat, mais la tumeur aura enlevé toute l'alimentation nécessaire. C'est-à-dire que la tumeur est capable d'enlever les acides aminés nécessaires à la survie des lymphocytes. Donc les lymphocytes vont arriver à la tumeur, ils vont résister dans quelques heures, quelques jours, ils n'auront rien à bouffer et ils vont mourir parce qu'ils n'ont vraiment rien à manger. Donc on est dans un système biologiquement, c'est évidemment très imagé, mais on est dans un système biologiquement qui est complexe, mais qui est surtout un équilibre. Et ça, c'est probablement le concept le plus important. Donc, on a toute une série de mécanismes qui permettent d'avoir une réponse immunitaire efficace du côté de cette balance, et les immunothérapies vont essayer de faire ça. Et puis, il y a toute une série de mécanismes qui veulent faire le contraire,
Et l'immunothérapie va consister à essayer de faire pencher la balance en faveur d'une réponse immunitaire. Donc on est bien avec l'immunothérapie dans un concept de balance et non pas de phénomène on-off. Avec l'immunothérapie, le but n'est pas de dire on veut tout détruire. Avec l'immunothérapie, le but est de dire on veut remettre le système immunitaire plus fort que les mécanismes d'échappement. C'est assez important pour la prise en charge quotidienne en fait, des patients. Donc, en fait, comment est-ce qu'on peut, dans ce système qui a été progressivement élucidé biologiquement, on a encore plein de choses à apprendre, hein, mais globalement, on comprend un peu les choses, comment est-ce qu'on peut, sur le plan thérapeutique, agir? Donc, est-ce qu'on peut améliorer l'activation des lymphocytes? Et est-ce qu'on peut améliorer ce qu'on appelle leur fonction effectrice, c'est-à-dire leur capacité à tuer? James Bond, License to Kill, c'est vraiment est-ce que vraiment on peut vraiment améliorer cette capacité-là? Et c'est là qu'on arrive dans les années 2010 avec le prix Nobel décerné pardon, à ces deux chercheurs qui ont identifié le yin et le yang du système immunitaire. Et en fait, chacun de nos lymphocytes a à la surface des récepteurs qui sont soit des feux rouges, soit des feux verts. C'est-à-dire, il y a tout un système de régulation, on verra un petit schéma tout à l'heure, avec vraiment tout plein de récepteurs, c'est-à-dire tout plein de serrures qui vont donner aux lymphocytes le signal de faire dodo ou de s'activer. Regardez simplement comme image feu vert et feu rouge. C'est ces deux messieurs, prix Nobel 2020, je crois, qui ont identifié ces récepteurs dans les années 2000, de 2000 à 2010. Alors, en pratique, ça se passe comment? La cellule qui présente les petits bouts de tumeur au lymphocyte T, elle a besoin de ces récepteurs identifiés par ces chercheurs, qu'on a d'abord appelés des récepteurs de co-stimulation, donc ça stimule en plus, et qu'on appelle maintenant les checkpoints ou les postes de contrôle. Alors, tout le monde parle dans toutes les langues du monde, je crois même en japonais, de checkpoint, parce que c'est vraiment le mot qu'on emploie. Et donc, ça permet l'activation de la cellule. Mais certains de ces récepteurs sont des récepteurs feu rouge qui vont donc empêcher le lymphocyte, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, d'être activé. Et puis donc on a développé progressivement, il a été développé des anticorps anti-feu rouge. Et donc si vous mettez des anticorps anti-feu rouge, il n'y a plus que les feux verts qui fonctionnent et les lymphocytes fonctionnent beaucoup mieux. Et la première étude qui a utilisé ce principe a utilisé cet anticorps ipilimumab, qui est vraiment le premier d'une nouvelle grande catégorie. Alors, oubliez ce design ou ce machin un peu compliqué. Il s'agissait de traiter 676 malades, patients atteints d'un mélanome en rechute, donc avec un pronostic absolument métastatique catastrophique. Donc, ils étaient en rechute et je vous rappelle que pas en rechute, le pronostic vital était d'à peu près 6 mois. Donc, c'est des patients qui, introduits dans cette étude en 2008-9, avaient vraiment un pronostic catastrophique. Et vous voyez que les patients qui ont reçu cet anticorps, pour la première fois, alors aujourd'hui, ça paraît pas bon, mais on est en 2010, et les patients qui ont reçu l'anticorps, on a vu qu'il il y avait une proportion de 15 à 20% qui tout d'un coup vivaient quelques années, ce qui était vraiment une révolution. Et encore une fois, comme pour les traitements ciblés, on n'attendait pas ces résultats à ce stade de développement. Et puis, comme je vous l'ai dit, ces checkpoints, donc ces feux rouges, ces feux verts qui sont sur les lymphocytes, en fait, il y en a une avalanche. Et là, ça date de 2012. Depuis lors, il y a énormément de récepteurs qui ont été, ou de feux rouges, feux verts qui ont été mis en évidence. Et il a été développé, pardon, assez vite des nouveaux anticorps contre d'autres feux rouges PD1, PDL1. Et dans le mélanome toujours, vous voyez que progressivement, en associant ces anticorps, en ayant des anticorps plus efficaces, on commence à voir les courbes qui montent, qui montent, qui montent. Et les dernières mises à jour montrent que plus de 50% des patients en situation métastatique sont sans signe de maladie. On a encore un peu de peine à dire guéris, mais je vais vous dire que probablement oui, à 10 ans. Donc à peu près la moitié des patients métastatiques à 10 ans. Ça, c'est la courbe historique de 2010, où on voit la survie médiane de 6 mois.
Et ça, ce sont les courbes qu'on a maintenant. Et une très récente mise à jour d'il y a quelques semaines dans un des journaux les plus prestigieux montre que les patients qui sont sans progression de la maladie 3 ans après, en fait, sont toujours vivants 12 ans, 10 ans après. Donc, ça veut dire que très probablement, ces courbes, ça montre qu'une proportion de patients qui sont traités par immunothérapie, alors qu'ils étaient métastatiques, sont guéris. Depuis lors, ben, ça s'est développé dans beaucoup, beaucoup de cancers. Je vous montre juste ces courbes qui sont des courbes de comparaison avec la chimiothérapie dans différents types de cancers du poumon. Ça a commencé en 2015, 2023, où dans pratiquement maintenant toutes les situations, on associe l'immunothérapie et on gagne par rapport à la chimiothérapie, où soit tout seul, soit en association, 10, 15 ou 20% de survie pendant un certain temps. Et là aussi, dans le poumon, on commence à observer des très longs survivants. On a un peu moins de recul que dans le mélanome. La proportion est plus faible. Mais même en situation métastatique, c'est aujourd'hui pas rare de voir un patient qui a un cancer du poumon vivant 10 ans après l'initiation. Ce n'est pas la règle, mais c'est des choses que maintenant on voit qu'on ne voyait pas du tout. Ça s'emploie aussi dans, je ne vais pas expliquer la biologie qu'il y a là derrière, mais ça s'emploie aussi dans 10 à 15% des cancers du côlon. Et ça a été aussi une énorme révolution. 10 à 15% des cancers du côlon ont une certaine particularité biologique qui les rendent plus sensibles à la reconnaissance immunitaire. Je ne vais pas expliquer les détails du pourquoi, mais on a les premières études, vous voyez, c'est très récent, hein, les premières études qui ont employé pour ces 10 à 15%, j'insiste, pas pour les autres, l'immunothérapie à la place de la chimiothérapie, avec des résultats qui sont franchement meilleurs sur ce qu'on appelle la survie sans progression, et en survie globale, une certaine amélioration d'environ 15%. Et quelle que soit l'immunothérapie, ça c'est une autre catégorie d'immunothérapie, et vous voyez qu'on a aussi des résultats qui deviennent vraiment très significatifs. Donc c'est un changement de paradigme important. Pour 10 à 15% des cancers du côlon, on n'emploie plus de chimiothérapie du tout, on emploie l'immunothérapie de manière exclusive. Pour certains cancers du rectum, on emploie de l'immunothérapie avant d'opérer, en espérant ne pas avoir besoin d'opérer le rectum et de préserver la fonction rectale. Encore une fois, on est un peu dans l'oncologie de précision aussi pour l'immunothérapie. Ce n'est pas pour tous, c'est pour 10 à 15% de ces cancers. Mais c'est des transformations conceptuelles extraordinairement importantes. Et puis, je vous ai parlé beaucoup de la maladie métastatique, mais il y a quand même beaucoup de maladies oncologiques qu'on diagnostique au stade localisé. Alors, on va reprendre l'exemple du mélanome. La plupart des mélanomes qui sont diagnostiqués n'ont pas de métastase quand on les diagnostique. C'est une lésion pigmentée que l'on voit et que jusqu'à présent, on traitait par chirurgie première. Alors, ça, c'est la situation justement encore actuelle, mais qui va devenir historique, où donc on va considérer que c'est un mélanome, on enlève le mélanome, et puis on s'est dit, ben, on va faire de l'immunothérapie derrière, c'est ce qu'on appelle du traitement adjuvant après une chirurgie. Et donc, on envoie des anticorps dans une situation où la tumeur est plus là, probablement, où il y a quelques lymphocytes. Et donc, la qualité de la réponse immunitaire est relativement modeste. Et vous voyez que l'impact de l'immunothérapie après l'exérèse d'un mélanome est assez faible, avec des courbes entre la chirurgie seule et la chirurgie plus l'immunothérapie, pardon, qui ne sont pas très différentes. Il y a une petite différence, mais ce n'est pas très spectaculaire. Et progressivement, on s'est rendu compte qu'il fallait peut-être faire l'immunothérapie avant. Et donc, dans un certain nombre de situations, ben, c'est ce que l'on fait déjà maintenant et ce qu'on ferait de plus en plus dans de nombreux cancers, on fait l'immunothérapie avant que le chirurgien fasse l'exérèse de la tumeur. Alors, reprenons le cas de ce mélanome fictif. On fait donc l'immunothérapie pendant 2-3 mois. Il y a une réponse immunitaire très intense qui se fait au site de la tumeur. Ensuite, on enlève la tumeur et on laisse sur place une réponse immunitaire qui est, parce que c'est infiltratif, qui est beaucoup plus importante. Et donc, les études ont été faites qui comparaient la chirurgie première suivie
pardon, d'immunothérapie versus de l'immunothérapie avant, de la chirurgie et de l'immunothérapie après. Et vous voyez les résultats avec des courbes qui deviennent très différentes, avec très nettement un pronostic meilleur lorsqu'on commence par l'immunothérapie avant le geste chirurgical. Pas à la place, mais avant le geste chirurgical. Et ça, c'est les résultats du mélanome. Vous voyez que c'est des choses qui ne sont pas très vieilles, hein, c'est vraiment très récent. Mais ça, c'est en train de se développer dans d'autres cancers. Dans le cancer du poumon, par exemple, aujourd'hui, de manière assez fréquente, on emploie de la chimio-immunothérapie avant le geste chirurgical pour des patients pour lesquels on a un but curatif, c'est-à-dire le but de guérir le cancer du poumon. Mais au lieu de faire les traitements après la chirurgie, maintenant 80% des cancers du poumon, on les fait avant la chirurgie. Dans le cancer du sein aussi, de plus en plus, il y a une fraction de cancer du sein pour lequel l'immunothérapie est entrée dans le traitement dit néoadjuvant, c'est-à-dire après la chirurgie. Et ça, c'est juste pour vous donner un petit peu le vertige. C'est les indications approuvées par l'organisme régulateur des États-Unis. C'est la même chose ici. C'est une publication américaine. C'est toutes les indications des immunothérapies dans tous les cancers en 2022. Vous pouvez multiplier par 2 ces petits points aujourd'hui en 2025. Le développement et les indications, on emploie l'immunothérapie pratiquement dans tous les cancers, dans les tumeurs urogénitales, dans les lymphomes. Il reste 2-3 cancers où il n'y a pas de place. Je pense que c'est important de le noter pour l'instant. C'est les tumeurs cérébrales, malheureusement, que Louis a mentionné tout à l'heure. Le cancer du pancréas, il n'y a pas non plus aujourd'hui, il y a des espoirs, mais il n'y a pas non plus aujourd'hui de réel traitement. Et puis, il faut savoir que, j'insiste un peu, c'est même si j'ai parlé du cancer du sein, du côlon, du poumon, c'est pas pour tout ce type de cancer. C'est quand même une sélection des patients qui vont recevoir ces traitements sur la base de caractéristiques biologiques. Alors, qui dit immunothérapie, souvent dit, on emploie le système immunitaire, c'est beaucoup moins toxique que la chimiothérapie, c'est super, au moins on aura un traitement qui fait pas mal. Alors, c'est vrai et pas vrai. C'est vrai, c'est-à-dire que si on regarde l'ensemble des toxicités, si on compare toutes les chimiothérapies, toutes les immunothérapies et on compare de manière macroscopique toutes les toxicités, il y a un peu moins d'effets secondaires avec l'immunothérapie qu'avec les chimiothérapies. C'est indiscutable. Mais on est encore assez grossier dans notre manipulation du système immunitaire, qui est un système hyper compliqué, avec d'innombrables types cellulaires et avec d'innombrables mécanismes de régulation. Et tout ce qu'on a réussi à faire jusqu'à présent, c'est allumer les feux verts. Dans un système complexe avec de multiples régulations, ce n'est pas très subtil. Donc, qu'est-ce qui se passe? De temps en temps, on stimule trop. Et quand on stimule trop, on peut attaquer par le système immunitaire tous les organes. Et il y a tous les effets secondaires possibles et imaginables par une attaque du système immunitaire. Les attaques les plus fréquentes sont sur la peau, avec des toxicités qui en général ne sont pas très graves, sur le tube digestif, avec parfois des diarrhées qui peuvent prendre des allures de choléra, extrêmement difficiles à traiter. Ça peut toucher le poumon, ça peut toucher le cœur, le cerveau, les yeux, ça peut absolument toucher tout organe. Et ce qui est difficile, c'est que l'intensité de ces attaques est très variable. Parfois, c'est mineur, parfois, c'est très intense. C'est non prédictible. On ne sait pas prédire qui va faire une toxicité. Et surtout, ça peut venir n'importe quand. Ça, c'est l'élément le plus perturbant, parce qu'en général, il faut que le système immunitaire se mette en marche pour qu'il attaque. Et donc, ça vient en général pas au début de l'immunothérapie. Quand ça vient, c'est le plus tôt, c'est entre 4 et 8 semaines après le début de l'immunothérapie. C'est pas immédiat comme la chimio, mais ça vient parfois 6 mois après l'arrêt de l'immunothérapie. Donc, ça peut venir vraiment à distance. Et donc, c'est pour ça que ça nécessite vraiment un suivi ultra spécialisé et complexe. Donc, globalement, moins de toxicité, mais ne partez pas de cette salle en pensant que c'est un traitement facile. Ça peut être un traitement facile parfois, mais qui est malheureusement aussi avec encore beaucoup de toxicité. Ça, c'est le gros morceau de l'immunothérapie de notre quotidien, c'est-à-dire l'utilisation de ces anticorps qui sont des anti-feu rouge. Et puis, il y a un développement
qui va prendre une place importante, qui est encore complexe parce qu'il est difficile techniquement et très cher, mais la thérapie cellulaire va prendre de la place, la thérapie cellulaire de type immunothérapie va prendre de la place dans les prochaines années et décennies, et pas que en oncologie. On peut en discuter peut-être à la fin. Alors, qu'est-ce que c'est la thérapie cellulaire? La thérapie cellulaire, c'est prendre les lymphocytes du patient et puis les préparer à l'extérieur du patient. Donc, on fait une prise de sang, on extrait ses propres lymphocytes et puis on va préparer ces lymphocytes à l'extérieur, les multiplier pour qu'ils soient plus forts, plus actifs. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle les lymphocytes de type CAR, c'est les CAR T-cells, je vais vous expliquer un petit peu après. Mais sur le plan pratique, ça veut dire quoi pour le patient et pour les équipes? Ça veut dire donc qu'on prend les lymphocytes par une longue prise de sang, c'est pas une prise de sang, c'est des techniques un peu plus longues qui permettent de faire une sorte d'épuration des lymphocytes T. On les met au laboratoire et au laboratoire, je vais vous montrer après comment, on les éduque pour qu'ils aient à leur surface des récepteurs très puissants. Donc, imaginez que ce soit des aimants qui vont aller reconnaître très fortement la cellule tumorale. On les amplifie toujours en dehors du patient, donc c'est un travail de laboratoire complexe. Et puis ensuite, on les met dans une poche comme une transfusion. Et le patient reçoit une poche de transfusion avec ses lymphocytes génétiquement modifiés. Parce que cette manipulation-là, c'est une manipulation génétique qui modifie génétiquement le lymphocyte pour le rendre plus fort. Alors, en pratique, comment ça se passe? Vous voyez ici ce lymphocyte T qui a ses propres récepteurs. Et en fait, modifié génétiquement pour l'instant, mais on va avoir plein d'autres outils à l'avenir, ça se fait avec des virus. Donc, on a un virus qui est capable d'entrer dans le lymphocyte T, et le virus est capable d'entrer dans les chromosomes, dans l'ADN des cellules, et puis on aura mis dans ce virus des séquences d'ADN qui vont produire, on dit coder, qui vont produire, qui vont fabriquer ces récepteurs plus efficaces, ce que j'ai appelé les aimants tout à l'heure. Donc, grâce à ce travail du virus qui va dans l'ADN, c'est donc là la modification génétique, on a l'expression de ces aimants qui ensuite vont reconnaître très sélectivement quelque chose à la surface de la cellule tumorale et les tuer. Et ça s'appelle des CAR T-cells, c'est en fait des récepteurs chimériques, chimeric antigen receptor, parce qu'en fait la construction, on ne peut pas entrer dans les détails, est une chimère entre deux systèmes de reconnaissance immunitaire. C'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Mais retenez que c'est finalement l'acquisition, la transformation génétique du lymphocyte pour qu'il ait des récepteurs très puissants capables de reconnaître la cellule tumorale. Et les premiers résultats cliniques ont été obtenus il y a quand même déjà assez longtemps, 2014. C'est des travaux qui vous vaudront sûrement le prix Nobel à deux, trois membres de cette équipe à un moment donné. Il y a maintenant une dizaine d'années. Ce traitement a été fait dans un premier temps chez 30 enfants qui avaient une leucémie aiguë, réfractaire, après tous les traitements. En gros, une espérance de vie de 2 à 6 mois maximum. Et en fait, en utilisant ce traitement, ils ont eu 27 enfants qui ont eu une réponse complète de leur maladie sur 30 traités et des patients vivant à 6 mois, à peu près 80%. Encore aujourd'hui, à peu près 50% de ces patients sont guéris, avec un recul qui maintenant est supérieur à 10 ans. Donc, dans cette catégorie bien précise de maladies, leucémie aiguë, lymphoblastique de l'enfant, on avait la démonstration que le principe, en tout cas, de cette thérapie cellulaire de type immunitaire, parce qu'on sait bien un lymphocyte T, pouvait fonctionner. Aujourd'hui, on emploie les CAR T-cells en Suisse, en Europe, en Suisse, dans le monde occidental, dans le monde asiatique. On emploie ces CAR T-cells dans notre quotidien, dans les hôpitaux universitaires.
Et il y a 4 situations où on emploie aujourd'hui ce type de traitement approuvé par Swissmedic, remboursé. C'est en général un petit peu compliqué. Il y a un peu de travail administratif parce que c'est des traitements qui sont très chers. Mais ça se fait dans tous les centres universitaires et on emploie ça pour certaines leucémies, pour certains lymphomes et pour certains myélomes multiples. Donc, pour l'instant, des maladies hématologiques. Mais il n'y a aucune limite aux capacités techniques aujourd'hui. Donc, je vous ai dit que le CAR T-cell, le lymphocyte T CAR, donc avec ses récepteurs chimériques, ses récepteurs aimants, je vous ai montré un récepteur, une modification génétique. On n'a plus aucune limite technique pour transformer les lymphocytes comme on le souhaite. Donc, on peut imaginer à terme mettre plusieurs de ces récepteurs différents pour diversifier l'action. On peut mettre des molécules qui seront des sortes de GPS qui vont aider les lymphocytes à aller à l'endroit où se trouve la tumeur. On peut mettre des molécules qui vont empêcher que ces cellules meurent, parce que ces cellules qu'on injecte dans l'organisme, elles ont une durée de vie limitée. Donc, on peut mettre des molécules qui vont les rendre immortelles, mais on peut aussi mettre des molécules qu'on peut activer si on voit que le dégât est trop important. Et donc, on peut activer à distance pour dire, ah, maintenant, on est en train de faire trop de dégâts, hop, on lâche la prise et la cellule meurt à distance. Donc, on peut tout faire sur le plan de la transformation génétique. C'est pour ça que l'image du couteau suisse est ici. Donc, il y a un potentiel pour cette thérapie cellulaire qui est important. Et on commence à voir les premiers résultats dans les tumeurs solides et avec ici un glioblastome, avec des efficacités tumorales qui commencent à être observées contre une tumeur pour laquelle ça qui reste le plus grand défi thérapeutique actuellement avec le cancer du pancréas, c'est le glioblastome. C'est vraiment les deux cancers qui sont les cancers pour lesquels on a aujourd'hui vraiment le moins de moyens. Et on commence à observer avec ces traitements, ça a été publié dans New England, dans Nature Medicine l'année passée, un certain nombre d'observations. Ce n'est pas des traitements validés, mais on voit qu'on peut faire des choses avec cette approche, même dans des maladies aussi complexes et résistantes. Et puis le dernier, je vous montre le dernier développement, alors il y en aura d'autres, mais le dernier développement qui aujourd'hui est entré dans notre pratique quotidienne, parce que finalement je vous montre que des choses qui sont entrées dans notre pratique quotidienne, c'est ce qu'on appelle les anticorps bispécifiques. Vous vous rappelez qu'au début de la présentation, je vous ai dit qu'on pouvait attaquer la cellule par l'extérieur avec les fourchettes biologiques qui sont les anticorps. En fait, ces anticorps aussi, on n'a plus de limite technique. On peut préparer des anticorps à 2 têtes. On peut en fait préparer des anticorps à 15 têtes si on veut. Mais en clinique, pour l'instant, on utilise des anticorps à 2 têtes, c'est-à-dire une tête qui va reconnaître la cellule tumorale, donc comme l'Herceptine, le trastuzumab au début de l'histoire, là, il y a 40 minutes. Donc, il va reconnaître quelque chose sur la cellule tumorale, et puis une autre tête qui va reconnaître le lymphocyte T. Et donc, ça va attirer le lymphocyte T sur la tumeur. Et c'est pour ça que ça s'appelle des T-cell engagers. Donc, ça vient vraiment attirer le lymphocyte T à côté de la tumeur. Et comme ça, le lymphocyte T n'a plus qu'à faire son job parce que c'est vraiment un tueur né. C'est sa fonction. Il tue des choses qui ne sont pas normales. Donc, ces anticorps type bispécifique ou T-cell engager sont en train de se développer. On en emploie déjà dans notre quotidien. Il y en aura probablement, si je refaisais la conférence dans 3 ou 4 ans, je pense qu'on sera une quarantaine de molécules qui utilisent cette technique, qui est finalement une sorte de technique de rapprochement du système immunitaire de la cellule tumorale. C'est des traitements qu'on emploie déjà dans 2, 3 types de tumeurs aujourd'hui. Et j'en termine là en vous disant que j'ai encore une fois montré, j'espère, non pas que du rêve. Je ne pourrais pas vous montrer tous les résultats parce que c'est tellement gigantesque aujourd'hui comme développement.
Mais vraiment, l'immunothérapie, on emploie déjà dans notre quotidien et sur lequel il y aura des développements dans la prochaine décennie qui seront extrêmement importants et qui seront aussi corrélés à l'oncologie de précision parce que plus on va être précis dans la caractérisation des tumeurs, plus on arrivera à faire un traitement à la carte, ce qui est pas encore tout à fait le cas, mais en tout cas avec une diversité de traitements qui est assez incroyable. Aujourd'hui, pour vous donner quand même un chiffre, peut-être pour finir, on a à peu près 500 médicaments, molécules d'immunothérapie de traitement ciblé à disposition, qu'on mélange un peu dans tous les sens. Donc, vous voyez un peu le nombre de possibilités que ça donne. Et ça explique quand même, depuis 15 ans, ces progrès dans le pronostic que l'on voit, même si, et je finis par là, il y a encore beaucoup, beaucoup à faire. Il y a encore un tiers des patients qui décèdent rapidement. Il y a un tiers des patients, il y a un autre tiers peut-être, à peu près qui ne sont jamais vraiment guéris de leur maladie. Donc on est loin d'avoir tout fait, mais on a des pistes aujourd'hui par la meilleure compréhension de la biologie qui sont vraiment remarquables. Je suis à disposition pour les questions. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Bien, merci beaucoup. J'espère que vous êtes toujours là et que en chair et en os, c'est pas simplement un anticorps. C'est quoi les carcelles, les carcelles, etc. Merci beaucoup. Passionnant. On est quand même assez loin de ce que, parce que je m'occupais de la vaccinologie, enfin pas vaccinologie, mais de faire des vaccins pour le tétanos, la fièvre jaune et compagnie. On est quand même assez loin, et c'est beaucoup plus compliqué. C'est presque on injecte plutôt des cellules qui sont déjà stimulées, ou on injecte des produits qui vont stimuler. On n'est plus, c'est quand même beaucoup plus compliqué que le vaccin standard où on vous injecte un virus tué ou un virus vivant qui va stimuler votre système immunitaire, ou bien j'ai pas du tout compris. Non, je pense que tu as très bien compris. Alors, je n'ai pas parlé du tout des vaccins parce que il y a eu de 1990 à 2010 quand même beaucoup, beaucoup de travaux qui ont été faits sur les vaccins anti-cancer. Alors, j'en ai pas parlé parce qu'aujourd'hui, les vaccins thérapeutiques, c'est-à-dire les vaccins qui seraient utilisés pour traiter un cancer, aujourd'hui ne fonctionnent pas. Mais je vais faire deux petites nuances. Le vaccin, quand on parle de cancer, ça veut dire stimuler, injecter quelque chose pour faire que le cancer soit ne se développe pas, soit régresse. Donc, on parle de vaccin prophylactique si on veut empêcher le cancer de se développer, ou de vaccin thérapeutique si on veut avoir une action de traitement sur un cancer avéré. Donc, aujourd'hui, on a quand même deux cancers prophylactiques qui fonctionnent très bien, mais c'est un peu un vice de forme. Ce sont les cancers antiviraux. Donc, le cancer contre l'hépatite B prévient de manière fantastique le cancer du foie, en tout cas dans les pays où il y a beaucoup d'hépatite B. Et puis le cancer contre l'HPV prévient et réduit drastiquement le risque de cancer du col de l'utérus. Mais ce sont des vaccins antiviraux qui, comme bénéfice secondaire, diminuent le risque de développer des cancers. Les vaccins thérapeutiques, aujourd'hui, ne sont pas entrés dans notre pratique. On ne peut pas dire qu'ils ne fonctionnent pas. On sait déclencher une réponse immunitaire, mais elle n'est pas suffisante. Avec ce qui est en train de se développer, il est probable que ces vaccins thérapeutiques vont être à un moment donné associés à ce que je viens de vous montrer pour entretenir la réponse immunitaire qui est préparée par d'autres techniques. Donc, il va y avoir, je pense, les vaccins, le retour. Hein. Mais aujourd'hui, dans notre quotidien, il n'y a pas, et je ne voulais pas trop insister là-dessus. Question. Parle fort, vas-y. On va attendre. Ouais. Ça pose quand même la question de la cause du cancer, parce que, je veux dire, vous avez parlé du CAR-T-cell, etc. L'hépatite B, je veux dire, la plupart des gens, ils guérissent quand même de l'hépatite B, mais il y a quand même un pourcentage qui fait un cancer. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas des virus?
on n'en connaît pas beaucoup, hein, mais est-ce qu'il n'y aurait pas un virus à la cause de chaque cancer? Est-ce qu'il ne faudrait pas mettre les virologues aussi autour de cette table? Et puis, enfin, c'est vrai qu'on n'en connaît pas beaucoup. Je veux dire, là, je pense que la recherche, puisque l'immunothérapie, ben, on a quand même l'espoir que ça marche. Mais si on connaissait bien les virus et qu'on pourrait les dépister, ce serait peut-être encore la médecine du futur. Alors, il y a peut-être une face cachée qu'on ne connaît pas, mais on connaît quand même très bien ça. Et je vous assure que bah, les premières recherches sur le cancer ont été faites par les virologues, hein. La découverte des oncogènes, c'est-à-dire des gènes qui mettent du désordre dans la cellule tumorale, ont été identifiés par les virologues, hein. Donc, les virologues font partie complètement on n'est pas dans des silos fermés au point de vue recherche. Et je pense que dans ce que vous avez dit, il y a des choses partiellement justes et des choses pas tout à fait justes. C'est-à-dire que il y a un certain nombre de cancers où on sait qu'effectivement il y a un virus qui est responsable. On en a donné deux exemples, il y en a d'autres, hein, dans les lymphomes par exemple, qui sont une catégorie très complexe de maladies. Mais oui, il y a des virus qui ont été identifiés comme étant des facteurs causaux de cancer. Mais il y a eu énormément de recherches pour plein d'autres cancers et où on n'a pas pu mettre ça en évidence. Alors, quand on n'a pas pu mettre ça en évidence, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Donc là, on est bien d'accord. Mais on a quand même aussi plein d'autres mécanismes qui font qu'il y a un cancer. Il y a toute la partie de génétique, il y a toute la partie de l'environnement. Le virus n'est qu'un élément dans notre environnement très complexe. Et donc, il y a beaucoup, beaucoup de facteurs. Et encore une fois, il y a probablement des... Et on analyse des facteurs uniques, alors qu'on va progressivement aussi comprendre que certains facteurs collaborent ensemble. Mais ça, c'est des recherches qui sont plus compliquées. Mais je pense néanmoins qu'il y a beaucoup de cancers qui n'ont rien à voir avec des virus. Ouais. Ah bah, il y a plein de toxiques, par exemple, le cancer du poumon, Ouais, etc. ouais. Oui, Alors, j'ai deux questions. Ben, je travaillais à l'hôpital, d'ailleurs, on se connaît un peu. Et à l'époque, enfin, des gens qui avaient fait, je parle de l'époque, hein, peut-être qu'aujourd'hui c'est très différent, on faisait des perfusions de globules, immunoglobulines humaines, Ouais. justement pour éviter les rechutes. Est-ce que ça se fait toujours ou ça a été remplacé justement par cette immunothérapie? Alors, ça se fait toujours, mais ce n'est pas remplacé. Donc, les perfusions d'immunoglobulines, c'est des perfusions d'anticorps totaux. Et on l'utilise surtout dans certaines situations pour prévenir les infections, en fait, plus que pour traiter le cancer. Certains patients avec certains lymphomes ou leucémies en particulier, que ce soit lié à la maladie ou au traitement, n'ont vraiment plus d'anticorps du tout. Et c'est des personnes qui sont fragiles, particulièrement pendant la période hivernale. Et donc, on leur donne souvent que pendant la période hivernale, d'ailleurs, des perfusions régulières d'immunoglobulines, d'anticorps pour les protéger de manière artificielle et pour éviter des infections graves. D'accord. Et puis la deuxième question, bon, dans l'unité où j'ai travaillé, il y avait énormément de gens avec des maladies auto-immunes qui sont des fois très destructives. Et est-ce qu'on pourrait s'imaginer d'utiliser cette immunothérapie dans ce cas de maladie auto-immune? Ouais. Alors, de manière curieuse, une des complications principales des traitements que je vous ai montrés, c'est les maladies auto-immunes. Mais évidemment, quand on commence à connaître les feux rouges et les feux verts, on peut aussi développer des stratégies qui sont anti-feux vert, où on veut moins de réponse immunitaire. Et aujourd'hui, il y a des résultats qui sont en train de sortir dans les maladies auto-immunes avec des concepts juste inversés de ce que j'ai présenté là, qui sont vraiment, vraiment intéressants. On emploie, je l'ai juste mentionné tout à l'heure, on emploie les CAR-T-cells, par exemple, chez des patients qui ont des lupus aujourd'hui, maladie auto-immune difficile. C'est en développement, c'est encore pas utilisé comme ça partout, mais avec des résultats qui sont absolument incroyables. Et il y aura probablement aussi ces approches dans certaines situations cardiovasculaires. Donc, finalement, ce que j'ai montré, c'est des outils.
Après, il faut les intégrer dans un contexte de maladie et probablement, oui, ça va être utilisé, en particulier dans les maladies auto-immunes, il n'y a pas de doute. Et c'est déjà le cas. Merci beaucoup pour votre conférence. J'ai deux questions, une qui sera très générique et une autre peut-être plus technique. Mais quand vous parlez de survie à 5 ans, la question qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est quel type de vie durant cette période de survie, c'est-à-dire l'état général des patients. Voilà, si vous pouvez. J'imagine c'est dur de généraliser, mais Non, mais c'est une question fondamentale et qui, alors, je dirais globalement quand même, non seulement il y a eu des progrès thérapeutiques, mais il y a eu un progrès majeur dans l'administration des traitements, y compris la chimiothérapie. Je pense qu'on a développé des antidotes contre les nausées et les vomissements, on a développé toute une série de manières de faire qui font que les traitements sont moins épouvantables, je vais employer ce mot-là, qu'il y a une trentaine d'années. Donc il y a des progrès aussi dans la capacité à administrer. Après, vous soulevez un problème important je parle assez régulièrement en public par rapport à ça, qui est comment ces personnes retournent à la société. Depuis il n'y a pas longtemps, la présidence de la Ligue genevoise, et c'est des choses qu'on est en train de véhiculer et dont on va devoir vraiment utiliser, parce qu'en fait, la conséquence positive de tous ces progrès, c'est qu'il y a une quantité extrêmement importante de patients qui vivent après ou avec un cancer. Tout le monde n'est pas guéri, donc c'est assez habituel, pas habituel, c'est assez fréquent que des personnes sont soignées, vont mieux pendant 2 ans, rechutent, on refait un traitement, vont de nouveau mieux, etc. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans un certain nombre de cancers. Et aujourd'hui, on a les chiffres. Il y a 450 000 personnes qui vivent en Suisse avec ou après un cancer adulte. Donc, c'est des chiffres énormes. Et les enjeux sociétaux de ces personnes, l'accompagnement de ces personnes avec leurs difficultés, leurs séquelles physiques, psychiques, mentales, la précarité. Il y a 30% des familles, on ne le dit pas assez, mais je le crie et je ne suis pas le seul. Il y a à peu près 30% des familles qui sont en précarité financière en Suisse dès que le diagnostic de cancer est posé. Et en général, cette précarité n'arrive pas au moment du traitement, mais elle arrive 1 ou 2 ans après. 30%, ça fait beaucoup de monde, hein. Et donc, il y a toute une série de conséquences. Le retour au travail est quelque chose d'extraordinairement complexe dans la population active. Donc, vous mettez le doigt sur un problème énorme avec votre question. Oui, on doit accompagner ces personnes. Le système de santé le fait le mieux possible, mais c'est quand même plutôt dans une approche de type réseau de soins qu'on doit y arriver. Les associations font un travail absolument fantastique dans cet accompagnement et on doit travailler ensemble pour ça. Mais c'est un enjeu du futur. C'est possible, à mon sens, c'est probablement l'enjeu le plus complexe des 2 prochaines décennies, c'est l'intégration socio-professionnelle au sens très large de ces patients. Il y a peut-être 10 à 15% des patients, ou peut-être 20, 25, qui évidemment sont très bien après un cancer et ça ne pose pas de problème. Les autres, la vie est différente. La vie est différente. Mais la société n'est pas prête à intégrer et accompagner et intégrer ces patients et leurs familles. Donc, c'est un problème majeur posé par cette question. Ouais. merci. La deuxième, vous avez parlé des cellules médiatrices qui étaient issues du cancer lui-même. En fait, c'est les cellules tumorales qui sont capables de générer des cellules différentes d'elles-mêmes. Non, j'ai été trop vite là. Ce sont des cellules immunitaires aussi. C'est-à-dire que dans notre système immunitaire, on a ces cellules diplomates qui disent oh, on se calme et elles infiltrent aussi la tumeur. Alors par contre, ce que peut faire la tumeur, c'est leur donner des messages.
elle leur donne des messages, des faux messages. C'est vraiment comme ça que ça se passe, hein. Des faux messages à la cellule diplomate qui se trouve dans la tumeur. Et la cellule diplomate considère qu'elle va vraiment donner un message aux autres cellules immunitaires en leur disant, pas de problème, tu peux rester, bouge pas, tout va bien. Donc, elles se Et font tromper. elles se font tromper. La cellule tumorale n'agit tumorale. pas elle-même. Elle envoie un message à la cellule régulatrice immunitaire en lui disant fais-toi pas de soucis. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Ouais. Merci beaucoup. Moi, j'ai une petite question concernant l'immunothérapie sur, par exemple, les mélanomes. Vous décidez de faire l'immunothérapie, vous faites une exérèse de la tumeur. Combien de temps vous laissez l'immunothérapie et est-ce que une tumeur réapparaît dès qu'on arrête l'immunothérapie? Alors, la question posée est très, très difficile. On n'a encore pas très bien défini la durée optimale des traitements. Alors, si on prend l'exemple du mélanome, c'est là qu'on a le plus de recul et donc plus d'expérience. Aujourd'hui, en situation, là aussi, c'est très différent si c'est métastatique ou local. En situation métastatique, on fait en principe 2 ans de traitement et on arrête. On arrête souvent avant, et pour 2 raisons. La première, c'est s'il y a des effets secondaires. Et la deuxième, c'est si on a maintenant, pas depuis très longtemps, si on a obtenu une réponse complète, c'est-à-dire une disparition complète de la maladie très rapidement. Admettons qu'il y ait des métastases, 3 mois après, il n'y a plus rien. C'est pas toujours comme ça, mais ça peut arriver. Euh, on a maintenant assez de recul pour dire qu'on peut arrêter l'immunothérapie avant 2 ans. Et puis dans la situation locale, en fait, c'est des traitements adjuvants de 1 année. Les études ont été faites comme ça. À un moment donné, on doit être empirique, hein, il faut décider. Donc aujourd'hui, les traitements sont de 12 mois quand on fait après. Avec ce que je vous ai montré en montrant que l'immunothérapie venait devant, qu'on commençait à faire l'immunothérapie avant le geste chirurgical, on commence à avoir un certain argument pour dire que peut-être que c'est pas le cas, hein, mais intellectuellement et sur ce qu'on observe, peut-être qu'on fera peut-être de l'immunothérapie que avant le geste chirurgical et on fera peut-être plus après. Mais voilà, ça c'est à partir du moment où on a des concepts thérapeutiques, c'est le but de la recherche clinique, de collecter des patients qui sont similaires et puis on pose des questions sur, aujourd'hui c'est ces questions très pratiques qu'on pose avec les immunothérapies qu'on connaît sur la durée du traitement et on ne sait pas tout. Dans les autres cancers, on a tendance à continuer l'immunothérapie de manière globale parce qu'on n'a pas encore assez de recul pour l'arrêter. Encore une fois, sauf s'il y a des effets secondaires. Élément assez intéressant, même très intéressant, c'est que quand il y a des effets secondaires et qu'on arrête et que le bénéfice clinique a été obtenu, finalement, l'arrêt ne pose pas de problème. Pas de problème. En principe, pas de problème parce que le bénéfice clinique reste. Et donc, il y a peut-être une corrélation quand même dans certains cancers, en tout cas, entre l'intensité des effets secondaires et l'efficacité thérapeutique. Mais on apprend, on est en train d'apprendre. Ouais. Et la question très à la mode en ce moment, est-ce qu'il existe des systèmes d'intelligence artificielle qui vous aident à développer un peu plus vite toutes ces recherches, en sachant qu'il faut bien sûr tester sur des patients, mais pour aller pour au moins trouver les molécules et les transformations que vous faites grâce à l'IA? Alors, l'IA est en train d'entrer à une vitesse phénoménale dans notre quotidien, pas seulement pour la médecine, mais pour tout. Mais dans ce domaine-là, ça va être une aide extraordinaire. Aujourd'hui, les HUG ont même, on a construit ça juste au moment de mon départ, a décidé de construire un service d'oncologie de précision, pas un secteur, un service. Parce que, et qui est en gros l'intégration de l'intelligence artificielle dans le processus diagnostique et thérapeutique. Et aujourd'hui, d'ici, je pense, quelques années, pas 30 ans, on choisira le traitement dans des banques mondiales qui comparent chaque patient. Alors, ça pose des problèmes hein, d'interopérabilité informatique, de protection des données, enfin, voilà, c'est pas tout simple. Mais aujourd'hui, on obtient, quand on fait un diagnostic de tumeur, des millions de caractéristiques par tumeur.
des millions de caractéristiques génétiques, biochimiques, etc., qui sont maintenant entrées dans des immenses bases de données. Et on ne choisira plus le traitement en disant c'est un cancer du poumon qui est un petit peu rose, un petit peu bleu, un petit peu comme ça. On l'intégrera dans une base de données, alors progressivement, mais à terme, une base de données mondiale, et on se rendra compte que on a une signature, un code barre qui correspond à 50 patients traités à Singapour, à New York, à Bâle, ou je ne sais pas où, et pour lequel on aura déjà des prédictions d'efficacité thérapeutique avec une autre immense base de données, des milliers de traitements qui seront disponibles. Donc oui, l'intelligence artificielle, et ça c'est demain, à l'échelle humaine, c'est demain. Donc peut-être, mettons 10 ans, mais aujourd'hui, quand on a fait des prédictions, on était toujours trop lent par rapport à ce que l'intelligence artificielle pouvait nous apporter. Mais il reste. Alors, d'abord, ça pose des problèmes aussi de formation, hein, qui sont absolument gigantesques, de formation pour les jeunes, de formation continue pour les un petit peu plus âgés. Comme vous voyez qu'aujourd'hui, les médecins de 40 ans qui sortent, voilà, qui a priori sont au top de leur formation, aucune formation sur ce sujet, aucune, et qu'ils ont 25 ans de boulot devant eux. Donc, ça pose des questions qui sont... mais ce n'était pas ça votre question, pardon, j'ai dit. Alors le thérapeute, c'est difficile de savoir quelle va être exactement sa place. Aujourd'hui, les tumor boards qu'on fait sur l'oncologie de précision, donc quand on analyse des situations compliquées en intégrant les anomalies génétiques et des choses comme ça, il y a plus de bioinformaticiens, généticiens, spécialistes de data scientists, on les appelle maintenant, que de médecins au moment de la décision. Après, il y a une décision théorique qui doit être appliquée à un être humain. Et le rôle principal du médecin va être finalement de s'assurer que ça correspond à la situation clinique du patient. Mais là aussi, l'intelligence artificielle va aller vite parce qu'on va pouvoir taper toutes les données d'un monsieur ou d'une dame, et puis il va nous dire un petit peu quels sont ses risques, ses problèmes, etc. Il n'empêche, enfin, moi je suis un clinicien quand même au départ et à l'arrivée aussi d'ailleurs, mais je pense que le rôle du médecin dans l'interaction avec le patient, je préférerais recevoir quand même une information sur le plan du diagnostic, du traitement par quelqu'un qui parle avec moi plutôt qu'une machine. Mais peut-être que dans 30 ans, ce ne sera pas comme ça, je ne sais pas. Mais non, mais les docteurs sont très intelligents et ils vont s'adapter rapidement, et prendre rapidement. Donc, je crois que c'est très juste. Le côté humain, il va rester. Oui, là-bas. Oui, merci pour cette belle conférence. Moi, je voulais savoir si votre avis sur une possibilité de solution avec le jeûne. On parle, lorsqu'on fait un jeûne, surtout au long, d'un mécanisme qui se passe dans l'organisme qui va purifier ou éliminer des cellules. Est-ce que c'est complètement utopique ou est-ce que c'est une option qui a pu être déjà évaluée? C'est un sujet très, très complexe Oui. dont je ne suis pas spécialiste, mais je peux quand même y répondre un petit peu. On commence à comprendre le métabolisme d'une cellule normale et le métabolisme d'une cellule tumorale et ses différences. Je dis bien, on commence à comprendre. On en est à peu près au stade du docteur Collet en 1891 avec ses élucubrations, je dirais, immunitaires. C'est-à-dire que nos connaissances réelles des métabolismes et de la cellule tumorale, c'est encore, c'est un peu mieux que M. Collet, mais c'est encore très, très parcellaire. Et donc, oui, il y a des différences dans le métabolisme qu'on pourrait tenter d'exploiter. D'ailleurs, il y a un certain nombre de médicaments qui sont en train d'être développés qui exploitent ces différences de métabolisme et d'utilisation de l'énergie entre la cellule tumorale et la cellule normale. Mais le jeûne en soi, aujourd'hui, ne permet pas d'atteindre cet objectif-là. Même si dans certains modèles de souris qui sont construits pour démontrer quelque chose, on peut montrer que oui, dans ce modèle-là, peut-être qu'un jeûne intermittent, etc., va avoir un effet antitumoral ou empêcher la croissance, etc., mais c'est dans un modèle.
Aujourd'hui, les études cliniques, il y a quand même pas mal d'études cliniques qui ont déjà été faites là-dessus, et pour l'instant, elles sont négatives. Et puis, il y a quand même beaucoup d'autres problèmes liés à une attitude de jeune dans la prise en charge d'un patient qui a un cancer. Donc, on est, je ne vais pas vous dire que c'est une idée qui n'a pas de sens. Ça a du sens puisque l'on voit qu'il y a des différences de métabolisme entre une cellule normale et une cellule tumorale, donc, et d'utilisation d'énergie. Mais aujourd'hui, on ne sait pas exploiter ça soit par le comportement, soit par un traitement. Peut-être que dans 15 ans, 20 ans, on arrivera à faire un certain nombre de choses. Mais aujourd'hui, on ne peut pas recommander ça parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'ennuis que de bénéfices qui sont encore aujourd'hui pas démontrés. Par contre, il est recommandé de ne pas trop manger. Voilà. Après, voilà, on parle vraiment d'une action thérapeutique sur le cancer, d'avoir une attitude saine par rapport à l'alimentation. C'est surtout bon pour rester en bonne santé. Donc, dans la prévention, alors le jeûne, peut-être, moi, c'est plus discutable, mais d'avoir une alimentation équilibrée, saine, avec toute une philosophie alimentaire qui soit correcte, ça, c'est indiscutablement une source de bonne santé. Et puis, le cancer n'est qu'un petit aspect de cette bonne santé. Merci pour votre conférence et votre très forte vulgarisation. Au début de la conférence, vous avez dit qu'il y avait 20 millions de cas dans le monde. Ma question, c'est est-ce que le cancer existe dans toutes les régions du monde, dans certaines régions, et est-ce qu'il y a des efforts à faire dans la prévention? Alors, le cancer existe dans le monde entier. En fonction de l'environnement, il y a des variations importantes dans la proportion de cancer. Alors, je n'ai pas montré de diapo par rapport à ça, mais voilà, il y a des zones où, par exemple, le cancer du col est beaucoup, beaucoup plus présent que chez nous. Il y a eu quand même des efforts d'information aux patients. Ensuite, il y a eu le développement du dépistage qui aujourd'hui est un peu moins utile avec la vaccination. Le contrôle doit encore être fait, le dépistage, c'est autre chose. Par contre, il y a des zones dans le monde où il y a encore des quantités de cancer du col qui sont effroyables. L'hépatite B est endémique dans certains pays, pardon. Nous, on a de l'hépatite B qui est, je dirais, dans certains groupes de personnes, mais il y a des endroits où l'hépatite B est endémique et où ces pays qui n'ont pas développé, par exemple, la vaccination hépatite B ont des quantités de cancer du foie qui sont vraiment très différentes des nôtres. Donc oui, il y a des variations, mais il y a malheureusement des cancers absolument partout. Puis votre deuxième partie de question, c'est la prévention. Si vous vous rappelez, une de mes premières diapos, c'est de montrer que l'incidence est comme ça et que la mortalité est comme ça. Ça montre que on n'est pas bon. On n'est pas bon au niveau mondial et on est très mauvais en Suisse. J'insiste, on n'est pas bon au niveau mondial et on est très mauvais en Suisse. On n'a pas du tout de campagne de prévention des cancers au niveau national. On n'a pas de stratégie de santé au niveau national. Par contre, on a un système de soins thérapeutiques qui est franchement, de manière globale, même s'il y a des difficultés, c'est quand même très bon par rapport à ailleurs. Mais par contre, au niveau de la prévention, c'est une vraie catastrophe. Alors, la pire honte, c'est le tabac, mais pas que. Prévention du mélanome, prévention solaire, il n'y a aucune stratégie nationale. Alors, c'est entre guillemets, sur le plan numérique, pas le problème le plus important. Et puis le tabac, on sait quand même maintenant depuis des décennies que, voilà, mais on a encore un ministre de la Santé il y a quelques temps qui disait que qu'il fallait pas interdire la publicité. Donc on est encore vraiment au niveau de la prévention en Suisse, c'est une vraie catastrophe. Ouais. Un cas méconnu d'une personne qui souffrait de dermatomyosite et qui a suivi l'immunologie, mais ça avec un département qui est proche du vôtre ou même lié au vôtre, avec le docteur Boradori. Donc ça remonte assez loin dans le temps. Elle a suivi ceci pendant 17 ans. Elle a arrêté, je crois, en début d'année. Il semble que la situation est satisfaisante. En tout cas, elle a survécu à cette maladie. Est-ce qu'elle est guérie ou pas? Nous ne savons pas exactement. Simplement,
pour la notion de distance du traitement. C'est ça qui, je pense, encore n'est pas tout à fait clairement défini. Et autre question qui est liée, vous faisiez mention tout à l'heure de l'équilibre de la balance recherchée par l'immunologie contre cette lutte de cancer. Est-ce que c'est de déterminer la balance ou de guérir? Parce que ce sont deux notions qui ne sont pas tout à fait comparables. Est-ce qu'un objectif est prioritaire ou prioritairement il faut trouver un équilibre avant d'aller plus loin? Je ne sais pas. Alors, votre question, elle est fondamentale et c'est un petit peu pour ça que j'ai insisté sur la balance et je ne pouvais pas après développer peut-être plus. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit avec l'immunothérapie? On voit effectivement des patients où toutes les tumeurs disparaissent, on ne voit plus rien. On voit plus rien, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien, mais en tout cas, on ne voit plus rien. Et puis, un certain nombre de ces patients, on les suit maintenant depuis longtemps et ils sont possiblement guéris, on ne voit plus rien. Donc là, on a eu un effet quand même à terme de destruction. On a d'autres patients où on voit encore des boules, on va dire ça comme ça, mais qui n'évoluent jamais. Alors évidemment, de temps en temps, on est allé, quand je dis on, c'est la communauté scientifique médicale mondiale, hein, on est allé biopsier de ces boules. Parfois, on trouve que des cellules inflammatoires, parfois on trouve des cellules tumorales quand même, mais néanmoins, le patient n'évolue pas. La maladie n'évolue plus. Donc, je pense qu'il y a les deux cas de figure. Il y a les cas de figure où on élimine vraiment la maladie, et puis il y a des cas de figure où on rétablit un équilibre, où en fait, moi j'aime bien employer ce mot-là, où on rééduque le système immunitaire à faire son job de patrouille, comme on l'a vu sur un petit schéma. Et donc, oui, je pense qu'il y a un certain nombre de patients pour lesquels on est dans un nouvel équilibre avec de la maladie tumorale à bord. Voilà. Maintenant, quel doit être notre objectif? Notre objectif, c'est que le patient aille le mieux possible, le plus longtemps possible, avec le moins d'effets secondaires possible. Après, si c'est sans cellules ou avec des cellules tumorales, quelque part, voilà. Mais vous avez raison, le concept, ce n'est pas forcément de la destruction massive, ça peut être à rétablir un équilibre et une sorte de cohabitation entre un système immunitaire qui refonctionne bien et une tumeur qui est contrôlée. L'intérêt des lymphocytes T, je ne pouvais pas aller non plus trop dans le détail, l'intérêt des lymphocytes T, c'est que c'est la mémoire de notre système immunitaire. Quand on vous fait un vaccin pour n'importe quoi, en fait, la mémoire du système, pour le tétanos, vous avez le tétanos 3 mois après, les lymphocytes reviennent à toute vitesse parce qu'il y a eu un vaccin, parce que vraiment les lymphocytes T sont la mémoire du système immunitaire. Et c'est ça qui rend toutes les approches particulièrement intéressantes et qui permettent peut-être d'avoir aussi cet équilibre qui est maintenu. Pierre, c'était passionnant. On est obligé d'arrêter là. On peut encore discuter pendant 2 heures parce qu'il y a tout l'aspect économique. Hein, Oh là. Et on arrêtera là. Un grand merci.